Bienvenue à toutes et à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Avec mes collègues élus de l'Ordre des architectes, nous vous accueillons avec un grand plaisir à cet événement « Sensibiliser les enfants à l'architecture ». Ce webinaire en direct s'inscrit dans une série de webinaires mensuels ouverts à toutes et à tous qui traitent les sujets d'actualité pour être au plus près des architectes dans leur agence. Nous vous retrouvons habituellement un mercredi en début de mois de 18h à 19h comme aujourd'hui. Le prochain webinaire se tiendra le mercredi 5 avril et sera l'occasion d'échanger sur le dispositif MaPrimeRénov' et l'implication des architectes. L'événement d'aujourd'hui valant comme formation complémentaire pour les architectes, un email vous arrivera demain et tiendra lieu d'attestation. Pendant le webinaire, vous pouvez poser des questions dans le module de questions-réponses grâce au bouton Q et R situé en bas de votre écran. Nous ferons notre maximum pour apporter des réponses par écrit ou par oral en suivant. Un replay de ce webinaire, comme à chaque fois, sera en ligne à la fin de la semaine sur la page d'accueil du site de l'Ordre architecte.org. Merci à toute l'équipe qui œuvre à chaque webinaire avec professionnalisme. Ce soir, Damien Legrand et Séverine Verhaeghe. Vous êtes nombreux avec nous ce soir sur ce sujet, plus de 440 inscrits. Je suis ravi de vous présenter les intervenants de ce soir avant de vous emmener dans le sujet. Nous avons avec nous, par ordre de prise de parole, Natalina D'Acosta, conseillère nationale de l'Ordre, Vincent Bay, inspecteur académique du rectorat de Nantes, Virginie Festoer, responsable de la communication du CROA PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Laetitia Chaussonneau, chargée de mission à la FNCAE, et Mireille Sicard, directrice de la Maison de l'Architecture de l'Isère, responsable du groupe de travail pédagogie du réseau des maisons de l'architecture. Merci encore d'être là. Je passe la parole à Natalina pour commencer. Merci Julien, bonsoir à tous. Tout d'abord, je voulais préciser que l'idée de proposer ce webinaire est venue du groupe de conseillers nationaux qui travaillent ensemble sur le sujet de la sensibilisation des jeunes à l'architecture. Les membres actifs de ce groupe sont Frédéric Poulard. Frédéric devait présenter ce webinaire avec moi ce soir. Il ne peut pas être présent sur votre écran pour des raisons d'organisation, mais il nous écoute et va peut-être poser des questions ou faire des commentaires dans le chat. Les autres membres sont Katia Maïboroda, moi-même et Séverine Verhaeghe qui recevra vos questions dans le chat. Nous voulions, avec ce webinaire, montrer aux architectes qui ont envie de transmettre l'architecture aux enfants quelles sont les formations disponibles pour leur permettre de se préparer à la sensibilisation du jeune public, quelles sont les ressources et les outils disponibles pour les aider à structurer leurs interventions et aussi dire quels sont les organismes qui mettent en place des actions de sensibilisation à l'architecture vers les jeunes et les enfants. Quelques-uns d'entre eux sont ici représentés ce soir, tels que le rectorat de Nantes, le Conseil régional de l'Ordre des architectes de Provence-Alpes-Côte d'Azur, le réseau des maisons de l'architecture, la Fédération nationale des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement. Néanmoins, il y en a énormément d'autres. C'était impossible pour nous de leur donner la parole à tous ce soir. C'est pourquoi, si vous avez envie de transmettre l'architecture aux plus jeunes, rapprochez-vous de votre maison d'architecture, de votre CAUE, de votre conseil régional, des écoles de votre ville ou de votre rectorat. Enfin, je vais maintenant passer la parole à Vincent Bay, inspecteur académique du rectorat de Nantes, qui va nous parler d'un projet que nous avons en commun. S'il te plaît, Vincent. Merci Natalina. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, je vais vous partager ma présentation. Voilà. Donc, rapidement, je vais commencer par me présenter. Donc, effectivement, Vincent Bay, donc, inspecteur d'académie, inspecteur pédagogique régional de sciences et techniques industrielles. Alors, pour faire très rapide sur ma mission, voilà, j'ai en charge un enseignement particulier qui est la technologie et toutes les sciences industrielles, mais on a aussi des missions un peu transversales. Et sur ce dossier-là, j'ai travaillé sur une mission peut-être transversale, donc avec l'architecture, mais aussi avec un volet de développement durable. Alors, ce partenariat, donc le CNOA et puis l'éducation nationale, je vais vous présenter rapidement. Tout d'abord, les premiers objectifs que nous nous étions fixés ensemble, c'est développer des ressources pédagogiques qui, ayant comme support donc l'architecture, l'architecture au sens large. Alors, vous m'excuserez, hein, je vais peut-être dire quelques bêtises puisque moi-même, je ne suis pas formé à l'architecture. Et donc, j'avais peut-être une vision un peu étroite
du métier avec le bâtiment. Et finalement, en parlant avec le CNOA et notamment avec Natalina, eh bien, j'ai compris la dimension beaucoup plus large et notamment d'urbanisme, d'intégration, de relations entre les utilisateurs et puis tout ce qui l'entoure finalement. Quelque chose qui me rapproche moi de mon métier d'origine, voilà, les sciences industrielles, où effectivement on a un rapport, mais plus de l'humain à l'objet, et là vous avez un rapport de l'humain à la ville et à la société. Mais ces ressources avaient aussi pour objectif d'être ancrées sur les programmes officiels de l'éducation nationale. Voilà. Et puis derrière, pourquoi essayer de développer ça? Eh ben, avant tout pour donner du sens aux apprentissages. Voilà, on sait bien que les élèves, on a tendance à dire qu'ils s'investissent moins dans l'enseignement. Je pense que voilà, la société a évolué. On a besoin aussi de retrouver du sens, quel que soit le niveau. Et bien là, on s'est dit que l'entrée architecture globale, ça pouvait être un vrai porteur de sens pour nos élèves. Et puis, toujours en toile de fond, garder une culture de développement durable qui, je sais, est au cœur, vous, de votre métier, mais qu'on essaye d'insuffler auprès des plus jeunes. Il a fallu bien commencer. L'éducation nationale, je ne vais pas vous accablés de chiffres sur le nombre d'élèves, mais on voit bien les différents niveaux, tout le monde les connaît, l'école maternelle, l'école élémentaire, le collège, le lycée, l'enseignement supérieur. Il a fallu faire un choix et on s'est dit, on va commencer dans un premier temps au collège, qui nous semblait une cible assez pertinente avec des jeunes justement qui ont besoin de sens parfois. Donc on a identifié 15 collèges et puis on s'est dit, est-ce qu'on peut aussi, sur quelle discipline on va travailler? Et bien, dans un premier temps, voilà, on a fait un appel à candidature et donc on a identifié les mathématiques, l'histoire-géographie, les arts plastiques et la technologie. Et donc, on a travaillé avec un groupe de 21 professeurs. Comment ça s'est passé? Parce qu'une fois qu'on a posé les bases, les objectifs, il a bien fallu dérouler un plan d'action. Et la première chose qui nous est parue importante, c'est comme ce sont des enseignants qui ne sont pas formés à l'architecture, c'est de commencer par une formation. Donc, les premiers temps de formation, vous voyez un peu le déroulé. On a commencé, on s'est dit, on va trouver un lieu pour aller se former. On a été à l'école d'architecture de Nantes. Voilà. Et puis, cette formation a été assurée par la Maison de l'architecture de l'Isère et l'Art des Pas de Nantes, avec les objectifs de former aux méthodes et aux démarches de sensibilisation, excusez-moi, essayer de voir un peu les outils de médiation, développer une approche sensible et participative, qui n'est pas toujours évident, puisque voilà, parler de sensations avec des enseignants, c'est toujours un peu compliqué, et puis de croiser un peu les expériences. On a eu ce premier présentiel qui a duré 2 jours sur Nantes avec des visites. Voilà. Alors pour ceux qui connaissent Nantes et puis ceux qui connaissent l'architecture comme vous savez qu'il y a quand même des beaux monuments à aller visiter et puis des monuments un peu moins jolis, mais qui font aussi partie de la société. Et donc voilà, on a fait des visites. Ensuite, il y a une partie distancielle, voilà, où les équipes ont réfléchi à ce qu'ils pourraient produire comme scénario pédagogique, voilà, comme ressources, essayer d'identifier des partenaires. Et puis, on a fait une 3e journée de formation dans les mêmes conditions, hein, toujours à Nantes, voilà, pour faire un peu le point sur ces ressources. Et on a fait le point en 2 temps, le point le matin de manière pédagogique avec des inspecteurs et le point l'après-midi avec les architectes. Voilà. Et puis, on envisage sur l'année prochaine, enfin l'année scolaire prochaine, 2023-2024, faire un bilan de l'action une fois que ces actions auront été mises en œuvre avec des élèves. Quelques premiers retours. Alors, c'est un petit peu, vous m'excuserez, brut de décoffrage, hein, puisque la dernière journée de formation a eu lieu la semaine dernière, hein, mardi. Et donc, rapidement, vous présentez voilà, ce qu'ont envisagé les enseignants. Voilà, un travail notamment autour du pont de Saint-Nazaire. Il y avait quand même une entrée, une volonté finalement d'avoir des choses autour de l'architecture locale. Voilà, donc le pont de Saint-Nazaire, avec du travail sur l'urbanisme, des évolutions en histoire, mathématiques, des choses un peu plus... les collègues de mathématiques trouvaient un peu rajouté, mais finalement, c'est aussi le cœur de l'architecture, sur un travail sur les longueurs, sur les aisselles, sur la forme du pont, voilà, et puis des choses un peu plus transversales, voilà, avec un travail autour des visites de ce pont-là et peut-être un concours photo. Un autre exemple, là aussi pour travailler le local, travailler directement dans son collège, parce que les collèges, notamment les nouveaux collèges, ils sont, je pense, pensés de manière un peu plus
un peu plus sensible et en prenant mieux en compte les besoins des élèves que ça ne pouvait être le cas dans les années 70. Voilà, et donc dans ce collège, un travail d'art plastique autour finalement le parcours de l'élève dans son collège, travailler dessus, essayer de redéfinir une peau à ce bâtiment, voilà, et puis en technologie, travailler plutôt sur des choses sur lesquelles sont les structures porteuses, voilà, avec un travail autour de maquettes, etc. Quand je parle de structures porteuses, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais voilà, on a des passerelles en verre, voilà comment elles tiennent, voilà comment on fait tenir, et donc des questions. Et puis une troisième proposition qui là s'est fait. Alors je vous ai mis le 40, alors tout le monde ne connaît pas le 40. Le 40, c'est un bâtiment à Laval, c'est une ancienne banque qui a été réhabilitée en un lieu culturel, notamment dédié aux arts et puis aux arts musicaux. Et donc il y a eu un travail de l'architecte pour garder le côté art déco du bâtiment d'origine, mais de l'adapter à des nouvelles fonctions. Voilà, et donc là, il y a eu un travail en histoire géo sur l'évolution de l'architecture et sur la technologie, notamment l'isolation phonique. Tout ça autour de parcours de découverte avec le patrimoine et voilà et autour de visites. Donc voilà les premiers points, les premiers retours qui ont été faits. Donc c'est un travail qui est engagé et qu'on souhaite renouveler parce qu'effectivement, il y a tout intérêt à ancrer finalement nos cours dans quelque chose de concret. Et donc ça s'est fait en partenariat avec le CNOA. Je crois qu'au niveau timing, je suis pas mal du tout. Voilà. Et donc, après ça, je vais laisser la parole à Virginie Festauer. Oui, merci. Alors, bonjour. Donc, je suis Virginie Festauer, je suis responsable de la communication à l'Ordre des architectes PACA et je suis là aujourd'hui parce que je m'occupe de la mise en œuvre de tous les projets de sensibilisation à l'architecture du grand public et du jeune public en particulier. Donc, j'assure la mise en œuvre des projets qui sont décidés par nos élus et la sensibilisation des plus jeunes est une de leurs priorités. Voilà. Donc, je vous présente donc aujourd'hui le projet Vivre l'architecture, un dispositif qui existe depuis 2014, qui est le fruit d'un partenariat entre l'Ordre, la Maison de l'Architecture et de la Ville PACA et les rectorats des 2 académies de la région. Donc, c'est un dispositif qui couvre toute notre région et qui touche les élèves de la petite section de maternelle jusqu'au lycée. Le dispositif a beaucoup évolué ces dernières années, mais l'essence reste la même. Ça consiste en quoi? Ça consiste en l'intervention d'un architecte dans une classe en binôme avec l'enseignant. Le principe du binôme est très important. Souvent, les architectes ne savent pas trop comment se lancer. Ils sont sollicités directement souvent par les établissements. Ils ne connaissent pas le public. Pourtant, ils sont quand même, on estime que vous êtes les meilleurs ambassadeurs pour transmettre votre passion d'architecture, pour parler de votre profession. Et il se trouve que l'enseignant, lui, est le mieux placé pour parler à ses élèves. Donc, le principe du binôme pour construire des interventions qui vont être faites en classe, c'est un petit peu la base de ce dispositif. Les enseignants répondent à un appel à candidature lancé chaque année par le rectorat. Les architectes répondent eux aussi à un appel à candidature lancé par l'Ordre. Et en fait, on essaye un petit peu de recouper les centres d'intérêt de chacun et les prédispositions des architectes en fonction du projet pédagogique de la classe, du domaine d'enseignement, parce que comme on l'a vu précédemment, effectivement, si l'enseignant qui s'est porté volontaire avec sa classe est enseignant de mathématiques ou de technologie en collège, le sujet ne sera pas forcément le même que traité par un enseignant d'art plastique. Et on prend aussi en compte pour la sélection les préférences des architectes sur les niveaux parce qu'on n'est pas forcément très à l'aise avec des adolescents et on n'est pas non plus forcément très à l'aise avec des plus jeunes de 3 ans. Donc, ce centre d'intérêt-là est pris en compte aussi pour que l'architecte soit le plus serein dans ses interventions. Pour la première fois cette année, avant les interventions, on a proposé aux architectes une formation
une formation d'1 jour et demi afin qu'ils se sentent un petit peu mieux outillés avant de se lancer dans ce travail avec les élèves. La formation a duré 1 jour et demi, a été dispensée par la Maison de l'Architecture de l'Isère, par Mireille Sicard, donc vous verrez tout à l'heure, qui est une maison pionnière et référente sur cette transmission de l'architecture contemporaine auprès des plus jeunes. C'est une formation qui favorisait l'échange, les interactions et du coup qui alternait en fait des parties théoriques et des parties plus pratiques. Donc, une formation courte, elle donne les clés pour se lancer plus sereinement. Elle n'est pas professionnalisante. Il existe des formations plus longues, plus complètes, mais ça a vraiment aidé les architectes à se sentir plus en confiance avant de rencontrer l'enseignant. Elle aborde, par exemple, la place de l'éducation à l'architecture en milieu scolaire, les acteurs, les dispositifs et les ressources qui existent. Et aussi le duo architecte-enseignant, les démarches de collaboration, comment se comprendre et bien travailler ensemble. Il y avait aussi dans le contenu de cette formation une sortie, une visite in situ. Nous, on encourage quand même les architectes à sortir des établissements avec les élèves, donc c'était une première approche pour ça. C'était aussi le moment de réaliser des croquis qui ont servi de support pour des ateliers pratiques ensuite, puisque les architectes ont été amenés à réaliser un livret pédagogique qui est un support intéressant pour les élèves. Donc, vraiment une formation dans le concret. Ensuite, une fois que les architectes sont formés, ils rencontrent donc l'enseignant. Ils construisent ensemble un programme de 3 interventions. Donc, c'est un dispositif qui s'inscrit un petit peu sur la durée, avec un fil rouge conducteur. Ensuite, ils sont entièrement libres du contenu et des modalités de leurs interventions. Ils trouvent les dates ensemble. Ils n'ont pas de sujet imposé. C'est vraiment une collaboration entre l'enseignant et l'architecte. Nous, on les encourage seulement à sortir au moins une fois, comme je vous le disais, sur ces 3 interventions pour voir l'architecture in situ, pour l'expérimenter un petit peu. Donc, ça peut être autour de l'école, ça peut être dans le quartier immédiat. Ça peut également être un petit peu plus loin quand l'établissement en propose la possibilité et les moyens. Évidemment, on demande une restitution pour savoir un petit peu ce qui s'est passé, avoir un retour qualitatif des interventions. Les modalités évoluent d'une année sur l'autre, mais souvent, il y a une restitution numérique avec des photos de ce qui s'est passé, etc. On peut aussi leur proposer de concevoir un panneau pour organiser une exposition. Ce qu'on encourage à faire, c'est de prévoir un temps de restitution dédié dans l'école. Pourquoi dans l'école ? Parce que ça peut permettre de toucher un public beaucoup plus large. Si la restitution peut être faite en présence des autres classes, ça peut permettre de donner l'envie aux autres enseignants de se lancer. Ça touche les autres élèves et idéalement, au mieux, ça touche aussi les parents, si les parents peuvent être invités à ce temps dédié. Ça peut être sous la forme d'une exposition, d'un exposé, voilà. Donc après, le travail en lui-même, c'est assez varié. Il y a évidemment des visites, des balades urbaines, de la construction de maquettes, du dessin, du travail à partir des plans et des coupes. Voilà, chaque architecte fait avec la sensibilité de ses élèves, de l'enseignant et ses possibilités. Je pense que j'ai tenu le délai. Pour les architectes de PACA qui pourraient être intéressés, j'anticipe peut-être les questions, mais les appels à candidature pour l'Académie d'Aix-Marseille sont au printemps et les appels à candidature pour l'Académie de Nice sont à l'automne. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Et c'est au tour de Laetitia Chaussonneau, s'il vous plaît, de la FNCF. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais partager mon écran.
Excusez-moi, petit problème. Est-ce que vous voyez bien? Non. Alors, moi, je suis Laetitia Chaussonneau, chargée de mission à la Fédération des CAIE, en charge notamment des questions donc, de sensibilisation à la Fédération. Je suis là pour parler des CAIE qui sont très impliqués depuis leur création en 1977 par la loi de l'architecture dans la sensibilisation du jeune public parce qu'ils ont, donc ce sont des structures départementales, qui ont notamment une mission d'intérêt public et qui est celle de développer l'information, la sensibilité et l'esprit de participation du public dans le domaine de l'architecture, mais pas que, également dans le domaine de l'urbanisme et de l'environnement. Il y a 92 CAIE, donc aussi bien en métropole que dans les territoires d'outre-mer, dans les DOM. Le réseau compte environ 1200 professionnels et les architectes sont la profession la plus représentée. Les interventions du CAIE sont gratuites. Et donc, dans leur conseil d'administration, les CAIE ont, donc le conseil d'administration, sa composition est fixée par la loi de 77, et ils ont un représentant de l'éducation nationale, à savoir le directeur académique, ce qui quand même les relie de manière très nette, relie de manière très nette les CAIE à l'éducation des enfants. Alors, sensibiliser les enfants à l'architecture, ça peut se faire à la fois dans le cadre scolaire, on en a parlé, mais aussi dans le cadre périscolaire, il ne faut pas oublier, avec les centres de loisirs, et donc ils peuvent être aussi des interlocuteurs, et également le cadre extrascolaire, on va dire, familial, donc plutôt sur le temps des week-ends. Dans notre réseau, une grande majorité des actions jeunes publics se passent avant tout dans le cadre scolaire, tout simplement parce que c'est un public qu'on dit captif, donc les interlocuteurs sont plus faciles à identifier, la communication est simplifiée forcément, mais c'est surtout aussi parce qu'il est très précieux de pouvoir s'appuyer, comme vous le disiez, sur des équipes pédagogiques et de travailler main dans la main avec des enseignants. Il ne faut pas oublier que l'éducation artistique et culturelle, donc ce qu'on appelle l'EAC aujourd'hui, est une priorité des pouvoirs publics et que par conséquent, les enseignants sont très demandeurs et disposent de budget et de crédits pour développer donc, des actions pour faire intervenir des architectes notamment dans les écoles. Dans les CAIE, ce sont les architectes conseillers qui mènent les actions qui interviennent dans les classes. Certains sont exclusivement dédiés aux actions pédagogiques, c'est-à-dire ils ne font que ça, ils ne s'occupent que du jeune public. Et il y a même des CAIE qui établissent des programmes annuels qu'ils proposent, qu'ils communiquent auprès des établissements scolaires de leur département. Et véritablement, c'est l'occasion d'un catalogue en fait, où ils développent tous les types d'actions qu'ils vont pouvoir proposer aux enseignants. Pour vous donner un ordre de grandeur, donc c'est environ 60 000 élèves, un petit peu moins de 60 000 élèves qui sont sensibilisés chaque année par des actions de CAIE. Et à cela s'ajoutent 40 000 élèves qui sont touchés par une action phare qu'on a qui s'appelle les enfants du patrimoine et qui se passe sur une journée, qui est une journée du patrimoine pour le public scolaire. Donc, on a, pour sensibiliser à l'architecture, les professionnels des CAIE mènent des actions très diverses, avec vraiment des formes très diverses. Ils multiplient les types d'approches. On a aussi des projets, des temps très différents, des projets pédagogiques sur toute une année et des interventions ponctuelles. Alors, ce qui est formidable avec l'architecture, c'est qu'elle permet de mêler une approche à la fois culturelle, sociale et technique. Et comme vous le disiez auparavant, c'est dans le cadre scolaire, l'architecture, elle peut vraiment être mise en lien avec différentes matières, notamment donc l'histoire-géographie, les arts plastiques, les mathématiques, la technologie.
Et ici, je vais vous livrer quelques grands axes qui peuvent vous orienter pour vos interventions futures dans les écoles. Et notamment, on peut prendre le parti de transmettre aux enfants une meilleure connaissance de leur territoire. Ça passe par l'observation de l'espace vécu, donc leur école, leur quartier, leur ville, comprendre les particularités de l'architecture locale, aller explorer le patrimoine. Donc ça passe par les balades urbaines, par exemple. On peut proposer également un dialogue avec les arts. Donc là, il s'agit de comprendre ce qu'est la création architecturale et comment elle s'inscrit dans les grands mouvements artistiques, par exemple. On peut faire l'expérience de l'espace en convoquant d'autres disciplines comme la photo, la danse. On peut manipuler les volumes, les matériaux avec les maquettes que vous maîtrisez. Je pense notamment avec l'illustration en photo à une action du CEU de la Manche qui était menée avec une artiste plasticienne où les enfants concevaient des pochoirs qui reprenaient les formes de la ville de Saint-Lô et ensuite ils en faisaient une fresque géante dans l'espace public. Voilà le type d'action qu'on peut mener en lien avec des artistes. On peut également inviter les enfants à devenir acteurs de leur cadre de vie, donc avoir davantage de participation. Alors, ça passe forcément par l'acquisition d'un vocabulaire et d'un lexique spécifique très, très particulier à l'architecture. Et on développe leur regard critique. Et puis, les chantiers d'école sont souvent des occasions pour impliquer les enfants davantage en leur faisant comprendre quels sont les enjeux et les acteurs d'un projet de construction. On va pouvoir, par exemple, les inviter à réaliser des panneaux d'information à destination des parents pour leur expliquer le chantier, les différentes étapes du chantier. On peut aussi tenir un journal de chantier avec les enfants qui vont interviewer les différents acteurs du chantier. Et puis, en tant que futurs citoyens, ils peuvent aussi s'investir dans la fabrique de la ville avec différents ateliers participatifs. Et ça, les CEU le font régulièrement. On peut également inciter les enfants à réfléchir à l'habitat de demain. Et là, on va, par exemple, pouvoir les initier au concept d'éco-construction, de matériaux biosourcés, d'habitat intergénérationnel, enfin, toutes les problématiques d'aujourd'hui et du futur. Et les concours d'idées, par exemple, ou les projections de films suivis de débats sont des bonnes manières de les inviter à imaginer la ville du futur, le logement du futur. Ça fonctionne bien et les CAU le font. Pour terminer, je dirais que lorsqu'on débute, le mieux, c'est d'établir un vrai dialogue avec le commanditaire de l'intervention, qui est souvent l'enseignant, c'est souvent le cadre scolaire tout de même, et de s'appuyer sur des supports et des outils qui ont été faits par des experts ou en tout cas des personnes, des professionnels qui ont l'expérience du jeune public. Et en cela, les CAE peuvent vous aider. Donc, ils sont notamment des centres de ressources. Ils ont des espaces dédiés à la documentation. Alors, vous avez aussi bien dans ces espaces dédiés à la documentation, vous avez aussi bien des monographies d'architectes, des ouvrages généraux sur l'architecture, ou bien des ouvrages beaucoup plus spécifiques sur des typologies du patrimoine local. Et donc, c'est consultable sur place, parfois sur rendez-vous ou bien en ligne. Certains mettent des publications en ligne sur leur site internet. Et enfin, vous avez des ressources pédagogiques très précises et beaucoup plus spécifiques sur certains thèmes. Vous pouvez retrouver des fiches thématiques pour animer une séance en classe. Certains CAE ont même développé des mallettes de jeux ou des jeux pédagogiques qu'ils prêtent. Des carnets de balades, par exemple, vous les sortir. Virginie, vous disiez la sortie, vous incitez à sortir, les CAE aussi. Et vous avez tout à fait la possibilité sur les sites de certains CAE de télécharger des carnets de balades ou des livrets d'activités, par exemple, pour découvrir son école avec l'enseignant.
Et voilà, je pense que j'ai terminé. Je pense que c'est terminé. Voilà, je vous invite à consulter les sites des CAIE, le CAIE de votre département, et pour y trouver des idées et des ressources. Et je passe la parole à Mireille Ticard. Merci beaucoup, Laetitia. Merci. Bonjour à tous. Alors moi, je vais aborder deux sujets, l'un après l'autre. D'une part, la formation Transmettre l'architecture, alors qui fait écho aux deux formations là, dont on a parlé précédemment avec Vincent B et Virginie Festower. La formation Transmettre l'architecture, c'est une formation professionnelle, vraiment inscrite dans le registre des formations professionnelles destinées aux architectes et portée par l'École nationale d'architecture de Grenoble en partenariat avec la maison d'architecture de l'Isère depuis 2007. Donc, il y a eu un peu plus de 10 éditions dans différents territoires, puisque cette formation est accueillie par des maisons d'architecture et des structures de médiation. Je pense que tout le monde est à peu près convaincu que, et on l'a évoqué, que finalement, autant les architectes ont un regard spécifique et peuvent apporter en fait des notions particulières sur l'architecture, autant ils ont besoin de se former aussi à la pédagogie, parce que ce n'est pas une évidence en fait de s'adresser à des jeunes publics et aussi de construire des progressions pédagogiques avec les enseignants. La formation Transmettre, en fait, a été construite autour de 3 questions qui constituent le fil rouge de cette formation, qui sont pourquoi transmettre, quels en sont les enjeux. Donc, on comprend bien qu'aujourd'hui, les enjeux de la sensibilisation à l'architecture, c'est bien sûr les enjeux culturels, et artistiques, mais c'est aussi les enjeux citoyens et environnementaux. Et donc, il y a une évolution finalement des enjeux à parler d'architecture, à partager l'architecture, à impliquer les jeunes publics pour qu'ils deviennent des acteurs avertis. Le deuxième enjeu, c'est quelles sont les notions fondamentales à transmettre, puisque là aussi, on peut se poser la question, finalement, quand on arrive dans une classe, de quoi on va parler? L'architecture, c'est extrêmement vaste, c'est un sujet transversal, mais qui met en jeu beaucoup de notions différentes, qui peuvent être celles de l'espace, de la lumière, des matériaux, enfin, ça se décline. Et comme on ne peut pas aborder tout à la fois, justement, dans l'idée de transmettre l'architecture, c'est aussi de savoir identifier en fait certaines notions, de construire des outils et des activités qui vont être réalisées avec les élèves, et puis ensuite de reconstituer en fait l'ensemble de l'architecture, là aussi au sens large, parce que ça peut être à l'échelle d'un quartier, d'une ville, à partir de ces notions. Et puis ensuite, troisième fil rouge de cette formation, c'est comment et avec qui transmettre. Et là, ça permet, dans le cadre de cette formation, d'évoquer aussi à la fois les dispositifs dans lesquels s'inscrivent les actions et le rôle des structures de médiation que peuvent être effectivement les CAIE, mais que peuvent être aussi les maisons d'architecture qui réalisent beaucoup d'actions sur leur territoire et un très grand nombre d'associations, comme le disait Natalina D'Acosta au début, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui s'impliquent. Alors, ça peut être des architectes à travers leur CROA, etc. Et finalement, voilà, c'est une grande variété de structures et quand on démarre, on a besoin un peu de connaître dans quel contexte d'acteurs on s'inscrit. D'autant que les gens qui se forment, c'est aussi pour réaliser des actions et voilà, ils ne peuvent pas arriver comme ça et tout recréer. Ce serait dommage pour tout le monde finalement de ne pas profiter des savoir-faire qui se sont constitués depuis un très grand nombre d'années, hein, puisqu'il y a maintenant 25 ou 30 ans, Laetitia Chaussonneau disait depuis 45 ans pour les CAIE, enfin voilà, qui se réalisent des actions, des expérimentations et qui se généralisent de plus en plus. Donc ça me permet de faire le lien avec le site Archipédagogie.
donc qui, en parallèle de la nécessité, voilà, donc je vais vous montrer, je vais partager mon écran, en parallèle de la nécessité de se former, c'est important aussi de trouver des ressources. Et donc, la première version d'Archipédagogie a été mise en ligne par le réseau des maisons d'architecture avec le soutien de l'Ordre national des architectes et du ministère de la Culture en 2012. La maison d'architecture de l'Isère était chef de projet depuis l'origine. Et voilà, il y a eu un très gros travail de refonte du site ces derniers mois. Et donc, le réseau des maisons d'architecture réouvre le site Archipédagogie dans une nouvelle version. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui est la particularité de ce site, même s'il est porté et mis à disposition par le réseau, c'est que c'est un site pour tous les contributeurs. Donc ensuite, chacun vient déposer ses actions. Et donc, ça peut être une association, un individu, un enseignant. La condition, c'est que ce soit des actions qui soient réalisées. Ce n'est pas un projet d'action qu'on dépose sur le site, voilà, parce que son objectif est de valoriser les savoir-faire des intervenants et des structures, mutualiser les actions, parce que c'est extrêmement important, parce que finalement, on a du mal en France, où il se passe beaucoup de choses sur ces questions de pédagogie et d'architecture, à avoir une idée en fait de la variété des actions et à les mutualiser. Et puis, découvrir des outils et des ressources à télécharger ou à commander ou à consulter. Et puis, enfin, d'être aussi informé sur les formations et sur les événements qui peuvent avoir lieu sur cette actualité de la pédagogie et de la sensibilisation. Donc, sur ce site, vous trouvez, voilà, qu'est-ce qu'Archipédagogie, vous trouvez différentes informations sur qu'est-ce qu'un dispositif, qu'est-ce qu'un outil pédagogique, mais aussi, voilà, essentiellement, vous pouvez contribuer quand vous avez réalisé une action afin de la partager. Parce que c'est très important, c'est une façon de faire avancer cette grande cause commune sur la question de la transversalité de l'architecture et de ses enjeux. Donc, voilà, c'est ce que j'avais envie de développer pour vous ce soir. Et puis, je pense que maintenant, on va répondre les uns et les autres aux différentes questions que vous posez. Merci beaucoup, Mireille. Alors, on n'a pas encore énormément de questions, donc vous pouvez y aller. Posez vos questions dans le bouton Q et R qui est en bas de votre écran. On en a quand même déjà quelques-unes. La première, on nous demande une vidéographie pour sensibiliser les jeunes et les enfants à l'architecture selon les âges. C'est peut-être Mireille Sicard qui peut nous orienter au mieux. Oui, alors effectivement, je ne sais pas exactement ce qu'on appelle vidéographie, mais en tout cas, il peut y avoir justement dans les ressources qui sont mises en ligne des références bibliographiques ou cytographiques ou vidéographiques, parce que effectivement, il existe beaucoup de ressources de films. Et il y a aussi un site du réseau des maisons d'architecture qui s'appelle Cinéarchi et qui est une très grande ressource pour ce qui concerne toutes les vidéos et les films. Merci beaucoup. Et alors, non, je fais une parenthèse sur cette question. En fait, elle m'a intrigué. Je suis allé demander à ChatGPT, vous savez, l'intelligence artificielle du moment, s'il pouvait nous sortir une vidéographie. Il ne m'a pas donné de lien, mais il m'a recommandé une trame à tranche d'âge par tranche d'âge qui était plutôt bien faite. Donc, vous pouvez aller voir là-dessus. C'était assez pertinent et ça m'a pris 2 secondes. Je passe à une autre question. En fait, ce n'est pas une question, c'est une remarque qu'on a eue au début qui, si je résume, disait de ne pas oublier les guides conférenciers, médiateurs culturels qui sont formés à la sensibilisation à l'architecture et au patrimoine, évidemment. Il me semble qu'en PACA, Virginie, la Maison de l'Archi travaille parfois avec eux, c'est ça, ou souvent? Oui, en fait, pardon. En fait, je pense que ce n'est pas la seule, et je crois que c'est aussi le cas, en tout cas chez nous en PACA, c'est le cas de certains CAUE. Il y a des médiateurs culturels qui sont embauchés et qui assurent l'essentiel des
des interventions au quotidien avec les classes et avec les autres publics d'ailleurs. Voilà, il ne faut pas oublier que les architectes, leur activité principale, c'est d'être dans leur agence. Donc, je ne pense pas qu'ils vont tout de suite prendre le travail des médiateurs culturels qui sont très bien formés et qui assurent ça parfaitement. Les deux approches sont complémentaires, en fait. Merci beaucoup, Virginie. J'attrape les questions au vol. On nous demande plus de précisions sur les moyens financiers à disposition des enseignants pour faire intervenir des architectes médiateurs dans les classes. Qui peut nous orienter, qui peut nous répondre parmi vous? Alors, je voulais répondre à la question précédente, mais je peux répondre Bien sûr, bien sûr. aussi. Allez-y sur les deux. Non, je voulais prolonger ce que disait Virginie, effectivement dire que je ne pense pas qu'on rentre en concurrence avec les guides conférenciers parce qu'il y a vraiment beaucoup à faire en fait pour transmettre et sensibiliser à l'architecture. Les architectes amènent un regard qui leur est spécifique et qui est complémentaire en fait. Voilà, parce qu'ils sont spécifiques, parce qu'une formation de concepteur, mais ils n'ont pas l'exclusivité de la sensibilisation. Donc, c'est intéressant. Et d'ailleurs, souvent, des actions se font en complémentarité. Et par ailleurs, pour ce qui concerne tout ce qui peut être les financements, alors, il y a une grande variété de possibilités de financement qui peuvent être d'ailleurs, pour une grande partie, notamment par les DRAC, mais c'est souvent par l'intermédiaire des structures de médiation que les financements passent. Et donc, c'est pour ça aussi que c'est important pour les architectes qui voudraient s'investir en fait, dans la sensibilisation, de se rapprocher des structures qui existent. Merci. Alors, si je peux me permettre, sur ce côté financement, si j'ai bien compris, il y a aussi le financement, les enseignants vers qui ils peuvent se tourner. Alors, c'est vrai que les enseignants, ils ont beaucoup d'informations et parfois, ils oublient d'aller voir, effectivement, comme l'a dit Mireille, hein, la DRAC, mais aussi aller solliciter leur chef d'établissement, puisque depuis peu, hein, dans le Pass Culture, il y a aussi toute une partie globale d'équipes qui n'arrivent pas forcément jeunes, mais qui arrivent dans les établissements. Et c'est vrai que des actions autour de l'architecture rentrent dans le parcours culturel. Et donc, il y a aussi des financements qui peuvent aller être cherchés directement au niveau de l'établissement. Voilà, tout le monde n'est pas au courant de ça, mais il y a vraiment une volonté de développer ça avec des financements qui arrivent, voilà, qui ne sont pas toujours utilisés ou pas forcément bien utilisés. Mais voilà. Je pense que l'entrée de DRAC et puis du chef d'établissement, c'est deux entrées intéressantes pour aller chercher des financements. Merci beaucoup. On ne répondra pas forcément par oral à toutes les questions parce que ça y est, il y en a beaucoup, notamment des questions précises sur les prochaines sessions de formation à tel endroit. Là, on va essayer de vous répondre par écrit. Il y a quelqu'un qui pose une question plus spécifique sur les maternelles 3-5 ans. Pas tomber dans les coloriages, mais avoir des activités plus diversifiées. Est-ce que l'un ou l'une de vous a des conseils ou un lien vers quelque chose qui existe déjà pour les maternelles? Alors, oui, on réalise beaucoup d'actions pour les maternelles. Voilà, souvent des actions sur la question des matériaux, sur les formes. Et bon, là, c'est vrai que ça rejoint la question des formations, c'est-à-dire que voilà, on ne va pas improviser une action dans une maternelle. Il y a vraiment une préparation très importante avec les enseignants. Mais les enfants sont extrêmement réceptifs à ces questions et très intéressés. Merci. Quelqu'un nous demande si la formation est nécessaire, voire obligatoire, pour contacter la maîtresse de son enfant pour mettre en place une intervention. Je crois pouvoir répondre sous votre contrôle que aller dans la classe de son enfant quand on est architecte pour parler d'architecture, c'est quelque chose qu'on fait presque tous à un moment donné. Et évidemment, la formation est forcément utile si on a l'occasion de la faire parce que l'intervention sera d'autant plus pertinente, mais on peut y aller sans… Enfin, il n'y a pas de coup de tampon obligatoire avant d'aller en classe. Hein. Vous êtes d'accord? Bon. Oui, je mettrai quand même un petit bémol. Alors ça, c'est ma casquette inspecteur d'académie. Alors, il n'y a
il n'y a pas d'opposition de principe, voilà. C'est quand même toujours mieux d'au moins aller voir voilà, la directrice ou le directeur d'école. Si c'est dans un collège, demander au principal, etc. Alors, c'est pas qu'on a quelque chose contre les architectes, hein, loin de là, mais vous imaginez bien que n'importe quel adulte ne peut pas intervenir face à une classe, hein. On imagine bien les dérives que ça pourrait faire. Donc oui, c'est totalement possible. Il faut juste respecter, je dirais, un peu de bon sens, aller prévenir le responsable du site qu'on vient voir. Ouais, bien Et sûr. j'ajouterais aussi que ça dépend complètement de quel contexte on s'inscrit. C'est-à-dire qu'effectivement, comme tous les autres parents, on peut venir parler de son métier dans la classe de ses enfants. Ça, c'est une chose. Ensuite, il y a vraiment un savoir-faire qui s'est développé par des professionnels. Les professionnels qui sont en partie dans les structures, mais qui peuvent aussi le faire en complément de leur métier d'agence parce que ça les intéresse d'intervenir. Et dans ce cas-là, effectivement, d'eux-mêmes, ils vont avoir envie d'être davantage formés parce que ça prend énormément de temps aussi de préparer des séances et puis qu'il faut être responsable de la qualité de ce qu'on présente. Oui, on me fait remarquer qu'on n'a peut-être pas assez répondu sur les moyens financiers à disposition des enseignants pour faire intervenir les architectes médiateurs dans les classes. Je ne sais pas, je crois que vous avez déjà dit des choses, mais je vous avoue que j'étais en train de lire les questions. Est-ce que l'un de vous a davantage à dire là-dessus? Notamment, une autre personne aborde Adage. Moi, je ne connais pas Adage, mais ADH. Alors, en fait, aujourd'hui, les moyens financiers pour, en tout cas, au collège, c'est le pass culture. Donc, le pass culture, ça touche de la quatrième à la collège-lycée, pardon, quatrième à la terminale, et c'est censé en 2023 s'étendre à la sixième et à la cinquième. Donc, en fait, chaque établissement dispose de crédits financés, donc donnés par le ministère de l'Éducation nationale pour à dépenser dans des activités d'éducation artistique et culturelle. Donc, l'architecture, la sensibilisation à l'architecture en fait partie. Donc ça, c'est un des moyens pour le collège-lycée. Pour les écoles primaires, là, ce sont des budgets qui sont attachés à chaque établissement ou qui sont attachés parfois à des projets pédagogiques qui sont portés plus haut au niveau institutionnel. Donc, il faut, ça varie en fait d'une école à l'autre, à partir de l'élémentaire, maternelle, primaire. Vas-y, Virginie. En fait, nous d'expérience, on a aussi le constat, on fait aussi le constat que ça dépend des établissements, mais ça dépend aussi des régions, des départements, des villes. Il y a des financements publics aussi qui existent. Mais là, pour le coup, c'est la décentralisation, donc chacun son projet. Nous, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, un projet qui s'appelle Constructeurs de demain. Et ils financent des actions dans le cadre de la présentation et de la sensibilisation à tous les métiers autour de la construction, donc architectes, mais pas que. Après, il y a des villes aussi qui sont plus impliquées et qui financent, qui confient des missions assez longues et assez importantes, notamment à des architectes. Donc, c'est un petit peu la conclusion de tout ce qu'on s'est dit. Rapprochez-vous de vos acteurs locaux, CAUE, Maison d'architecture, Ordre, École d'architecture, parce qu'effectivement, il y a des associations aussi d'étudiantes qui travaillent sur le sujet. Il y a des associations d'architectes, il y a des collectifs d'architectes. Mais rapprochez-vous de vos acteurs locaux parce qu'eux peuvent connaître ce qui existe sur votre territoire et qui n'existe peut-être pas dans la ville ou dans le département d'à côté. Si je peux ajouter, il existe aussi les projets artistiques globalisés. C'est des projets qui sont financés par le ministère de la Culture pour que dans les écoles, il y ait des sensibilisations non seulement à l'architecture, aussi à la musique, au théâtre, enfin aux autres arts, mais aussi pour l'architecture. Donc, il y a cette porte aussi avec les rectorats. Ok, merci.
On nous cite Et du coup, juste pour terminer, excuse-moi, sur Adage, puisqu'il y a quand même eu une question sur Adage et tout le monde l'a esquivé. Alors, Adage, c'est ni plus ni moins qu'une application informatique qui permet à chaque établissement de rentrer les différents projets culturels. Donc, effectivement, ça permettra de justifier un financement, mais ça permettra aussi de justifier la politique culturelle de l'établissement. Donc, c'est une application, voilà, rien de plus. Oui, merci. Juste un mot, pardon. Il y a aussi souvent des cofinancements sur des dispositifs ou des actions. Donc, c'est pour ça que c'est un petit peu compliqué de les décrire, mais c'est la plupart du temps comme ça. Merci beaucoup. Sur les associations, on nous en cite 2, par exemple, Chic de l'Archi à Lyon et Fabrique Formidable à Nantes. Je sais qu'il y en a plein d'autres, mais je les cite au passage puisqu'elles sont là. Il y a quelqu'un qui disait, sans parler de désert de formation, est-ce qu'on a des indicateurs ou des statistiques des régions les mieux ou les moins bien couvertes par ces interventions de transmission de l'architecture aux enfants? Je ne pense pas qu'on en soit là. Je pense que c'est pas encore assez référencé. Et puis, je ne pense pas qu'il y ait des grosses différences d'une région à l'autre. C'est plutôt, il y a peut-être plus d'activités dans les villes de taille importante. Et encore, je ne pense pas qu'on sache répondre à ça. Sinon, quelqu'un lève la main. Allez-y. Mais... Non. Alors, c'est vrai qu'à une époque, on pouvait observer, par exemple, chez les contributeurs du site Archipédagogie, voilà, qu'il y avait des dynamiques régionales qui étaient un peu sensibles. C'est-à-dire que souvent, parce que c'est vrai, quand on est dans un territoire où il y a à la fois un CAE, une école d'architecture, une maison d'architecture et quelques associations, souvent des villes, ça crée une dynamique globale et de l'ordre qui fait qu'il y a un grand nombre d'actions sur ce territoire et que sur d'autres, il peut y avoir moins d'acteurs et donc moins d'actions. Mais globalement, je pense que c'est assez bien réparti. Merci. Quelqu'un qui a monté un atelier pour les adolescents et l'a proposé dans les centres de loisirs. L'idée était de faire de l'architecture comme on fait de la musique, mais le mot architecture leur a fait peur et finalement on lui a conseillé d'appeler ça art appliqué design plutôt qu'architecture. Elle dit comment trouver la dimension loisir accessible pour notre discipline. Je comprends ce phénomène. L'architecture, certains ont l'impression que ce n'est pas encore pour eux ou que ce n'est pas pour eux, et au final, c'est peut-être ça aussi qu'il faut combattre. Donc, je ne sais pas si, en tant que connaisseur du sujet, vous avez des conseils, Mireille? Oui, alors moi, ça fait, je sais pas, 25 ou 30 ans en fait que je travaille sur la pédagogie de l'architecture. Et effectivement, le mot architecture fait peur. C'est aussi pour ça que les formations pour les enseignants sont importantes. Parce que finalement, ça leur permet de se rendre compte que tout le monde peut être sensible à l'architecture, que c'est transversal, qu'ils la retrouvent dans beaucoup de questions qu'ils enseignent finalement sur leur programme. Et voilà, et parler d'espace et observer, ça ne doit pas faire peur. Mais le mot architecture est des fois un peu impressionnant parce qu'on se dit on ne va pas savoir. Donc, c'est bien à ça qu'on s'emploie depuis des décennies, c'est à ce que le mot ne fasse plus peur. Ensuite, moi, je suis partisane de continuer à l'employer parce que si même nous, on le fait disparaître, on n'y arrivera jamais. J'ai plus la question sous les yeux, mais quelqu'un nous demandait si les architectes qui sont sensibilisés à cette question, enfin plutôt qui interviennent dans les classes et autres, sont référencés quelque part. À part si vous avez une réponse, je pensais à Architectes pour tous, qui ne fait pas encore ça, mais qui référence les domaines d'intervention des architectes ou leurs préférences, qui permet à n'importe quel maître d'ouvrage de trouver un architecte qui travaille ou qui souhaite travailler, qui se sent capable de travailler sur telle ou telle problématique. On n'a pas encore ça dans Architectes pour tous, mais j'imagine qu'un jour, on sortira une version 3 et on va le mettre de côté pour se poser la question, voir si on pourrait l'intégrer. Et là, c'est pareil, en fait. Il faut se rapprocher des acteurs régionaux parce que nous, évidemment, on tient une liste des architectes qui se sont investis, donc avant qui n'étaient pas formés, maintenant qui sont formés. Ça nous permet aussi de répondre à tout un tas de demandes ponctuelles qu'on a hors cadre de dispositifs rectorat, maison d'architecture, etc. On a des collèges, des lycées qui nous appellent très régulièrement pour savoir est-ce que vous connaissez un architecte qui pourrait venir. Donc, on a ces données-là.
et on les transmet à la demande, en fait. Alors, effectivement, est-ce qu'il pourrait y avoir un annuaire des architectes qui accomplissent ça? C'est une bonne question. Mais il faut se rapprocher de ces acteurs locaux. Oui. Et d'ailleurs, c'est une autre question qu'on nous pose, c'est comment on fait pour se rapprocher des scolaires quand on est un architecte réalisant des actions pédagogiques? On va toquer aux portes des écoles ou est-ce que... Ça peut. Moi, j'ai démarré comme ça. Voilà. Mais en réalité, là aussi, en fait, on va faire un peu tout le temps la même réponse, mais c'est aussi le rôle des structures de médiation et des associations. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce travail finalement de montage de projets, de contact avec les enseignants, c'est les structures qui le font, en fait. Donc, c'est plus simple pour un architecte de ne pas avoir une démarche individuelle et de se rapprocher des structures. Sinon, c'est effectivement, s'il connaît des enseignants, c'est une autre démarche. Merci beaucoup. Natalina, on me souffle dans l'oreillette que tu pourrais nous parler des cubes d'or. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. L'Union internationale des architectes, ou plus précisément le groupe de travail architecture et enfants de l'Union internationale des architectes, prime les projets de sensibilisation à l'architecture les plus pertinents. Il y a la section française qui organise une sélection des projets français et après, ceux qui sont sélectionnés participent au prix mondial. Donc, ceux qui ont des projets de sensibilisation, n'hésitez pas à participer au prix des Cubes d'Or. On diffuse régulièrement dans le BlockNet à chaque sélection. Merci beaucoup, Natalina. J'ai l'impression que les questions se calment et qu'on commence à avoir fait le tour du sujet, ce qui est pas mal, à 3 minutes de la fin. Natalina, est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose? Et si ce n'est pas le cas, est-ce que Natalina, tu aurais un mot de la fin? Alors, Mireille, allez-y. juste une minute, je suis désolée, mais je me dis que par rapport à Archipédagogie, donc j'ai précisé qu'il vient d'être remis en ligne, donc je vous conseille vivement d'aller le consulter et contribuer, mais il n'y a pas encore toutes les actions dessus et ça va ne faire qu'augmenter. Là, on est dans un redémarrage auquel je vous incite à participer. Bon, ce webinaire tombe à pic alors, dans les webinaires de l'année. C'est parfait. Natalina, je te laisse conclure. Ça te va? Oui, je remercie à tous ceux qui ont assisté à ce webinaire, à tous ceux qui ont participé aussi à son élaboration. Et je conseille tous de se rapprocher de maisons d'architecture qui sont près de chez eux, des CAUE. Ce serait aussi intéressant de pouvoir faire la formation dont Mireille a beaucoup parlé. Donc, j'espère qu'elle va proposer des formations auprès des architectes. Mais oui, les solutions, elles sont près de chez vous. De toute façon, c'est ça qui est intéressant. C'est aussi de porter cette parole et de raconter notre métier aux gens qu'on connaît et qui sont près de nous. Donc, c'était tout. Merci beaucoup. Et on vous retrouve le mois prochain pour un nouveau webinaire, premier mercredi du mois. Et donc, je redis que ce webinaire va être en replay à la fin de la semaine sur le site de l'Ordre. Et puis, d'habitude, on vous met une liste des liens utiles, etc. On va essayer de vous remettre les informations, notamment pour ceux qui envoient des questions à l'instant, le site d'Archipédagogie, le lien. Bon, voilà, on vous remet tout ça dans un article qui sera publié très rapidement. Une très, très bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup. À bientôt. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.